Ça, short and sweet comme ça, c'est super. On est prêt à commencer. Moi, je suis, avant de me présenter un petit peu plus en détail, je suis quelqu'un de très curieux de nature. Si dans la boîte de chat, vous pourriez me dire rapidement où vous êtes présentement, en quelle ville, etc. Moi, je vous parle en direct de Super Gatineau, juste à côté d'Ottawa. Donc, juste curieux de savoir où tout le monde est. Dans la boîte de chat, rapidement, si vous êtes à Québec, à Montréal, peu importe, Julie, Bianca, merci. Saint-Hubert, Shawinigan, en Mauricie, super. Oui, pas loin de l'aéroport, Laval, Montréal, Saguenay, excellent. Donc, Montréal, Boucherville, Nouvelle-Écosse, est-ce que je comprends bien? Jerry? Super. Bridgewater, excellent. Sherbrooke, on a une belle, excellent, Jerry. Donc, super intéressant de voir qu'on parle français en Nouvelle-Écosse, puis on peut parler la langue de Molière ensemble aujourd'hui. Excellent. Et la deuxième question que j'ai pour vous autres, un petit peu plus précise. Je vais la montrer à l'écran si vous me regardez à l'écran. Quel est votre niveau d'attention présentement de 1 à 7? Je vais vous expliquer mon échelle avant de répondre dans la boîte de chat. 1, vous n'avez pas le goût, il fait beau dehors, vous aimeriez ça dehors à la place, vous avez 2 téléphones, un à côté de l'autre, il y a du bruit dans la maison, vous n'avez pas vos écouteurs. Là, ça, c'est 1. Et 7, ben, vous avez le goût d'être vraiment focus pour la prochaine heure, 1h15 avec moi. Les téléphones sont fermés, la porte est fermée, pas trop de distractions. Donc, de 1 à 7, donc, où vous êtes? Donc, je vois des 6, Frankie, 5, Patrick. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous laisse aller avec cette réponse-là. Excellent. Des 5, des 7, superbe. Excellent. 3, mais ça va s'améliorer. Ça, c'est le moins excellent. Super. Donc, en sous-question, si vous m'avez dit un 3, par exemple, ou un 5, qu'est-ce que vous pouvez faire dans les 10 prochaines secondes pour augmenter de 1? Donc, si vous étiez un 3, qu'est-ce que vous pourriez faire vite comme ça, là, pour monter juste d'un cran, juste pour dire qu'on peut peut-être être un petit peu une gorgée, oser, une gorgée de café de plus, c'est parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus dans les 10 prochaines secondes juste pour monter d'un cran? Est-ce que c'est juste mettre notre téléphone un petit peu plus loin? Sylvain prend une autre gorgée de café aussi. Donc, je vous laisse prendre cette décision-là parce qu'on aimerait ça vraiment être focus pendant la prochaine heure pour être en mesure de partager le plus d'informations possible. Avoir une meilleure nuit. Malheureusement, je ne peux pas vous aider, on ne peut pas retourner en arrière, hein, mais on pourra se reprendre la prochaine nuit. Donc, vous voyez que la boîte de chat, à mesure qu'on va avancer, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Si vous avez une question, vous avez juste un commentaire que vous voulez apporter pendant la présentation, s'il vous plaît, gênez-vous pas. Si je vois que c'est pertinent, que je peux répondre aux commentaires ou à la question, comme on dit, sur le fly, ça va me faire plaisir de le faire. Donc, gênez-vous pas, dans la boîte de chat, elle va rester ouverte. Alors, je vais partager mon écran. On va pouvoir juste s'installer. Parfait. Donc, j'espère que vous voyez bien. Parfait, excellent. Alors, juste pour rapidement me présenter, donc, je sais un peu de où vous venez, etc., avec les belles informations que vous m'avez données. Moi, je viens de Québec, Belleville de Québec. J'habite plus là depuis quand même un bon bout de temps, depuis environ 25 ans. Je suis parti de Québec. J'ai passé par Montréal. Et maintenant, je suis à Gatineau, Ottawa, depuis une vingtaine d'années maintenant. Ce qui fait que, pour vous en dire un petit peu plus sur moi, donc, étudiant à l'Université Laval, activité physique, etc., je savais vraiment dans quoi je voulais m'embarquer. Puis, je dirais qu'à l'époque, j'avais un prof qui, lui, nous disait souvent, si tu veux être le meilleur à quelque chose, il faut aller voir les meilleurs. Ce qui fait que pour moi, à l'époque, parce que mon sport, c'est le baseball, vous allez le savoir un petit peu plus tantôt, les meilleurs à l'époque, c'était les Cubains. Je pense quand même qu'ils ont eu un bon parcours en judo également, peut-être un peu moins fort qu'il l'était avant, mais même chose en baseball. Ce qui fait que pour moi, je suis parti, puis je suis allé cogner à la porte de la fédération là-bas, un peu flyé comme approche, mais je l'ai fait pareil. Et je leur ai dit, ben, il y a un prof qui m'a dit qu'il fallait que j'aille voir les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que je puisse apprendre le plus possible? Et ils m'ont ouvert leur porte. J'ai travaillé avec leur équipe nationale pendant un petit bout de temps. Et c'est là vraiment que j'ai appris pas mal de choses sur le sport, sur le développement des athlètes également, ce qui fait que j'ai pu grandir avec ces informations-là. Donc, très jeune, moi, je savais vraiment, ça c'est le petit André très jeune de Québec qui allait les fins de semaine de temps en temps voir des matchs, des expos à Montréal. Donc, très, très jeune, je savais très vite que c'est ce que je voulais faire dans la vie, travailler dans le baseball. Puis, j'avais un papa qui aimait ça, donc il nous amenait régulièrement voir les expos à Montréal. Ce qui nous a amené éventuellement, si on fait un fast-forward, plusieurs années en avant, donc en 2003,
on me dit, écoute, on part une équipe de baseball féminine, puis on aimerait ça que ça soit toi qui coach l'équipe. Ma première réaction, ça a été, pas sûr, coacher des filles, j'ai jamais fait ça, pas certain que ça va me tenter, etc. Fait que je l'ai essayé, puis j'ai resté là pendant 15 ans à coacher des filles. Ça, c'est une image de notre équipe au Jeux Paname de 2015. Pas certain que je retournerais coacher des gars. J'ai tellement aimé mon expérience et ça m'a fait grandir, ça m'a fait devenir une meilleure personne, un meilleur coach en côtoyant les athlètes, les super athlètes féminins. Donc, pour moi, ça a été un moment important de ma carrière. Ce qui fait qu'à travers le temps, on a fait les choses différemment, assez différemment pour faire en sorte qu'encore aujourd'hui, notre équipe est classée 2e au monde, derrière le Japon. Puis si vous regardez, je ne sais pas si votre connaissance du baseball, je ne la connais pas, puis c'est pas grave, mais le Japon, Taïwan, Venezuela, États-Unis, Corée, Cuba, République dominicaine, Porto Rico, le baseball est probablement le sport numéro 1 dans ces pays-là. Donc, il a fallu faire les choses différemment pour être capable de compétitionner, de rester tout près justement de ces nations-là pour être en mesure d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Puis évidemment, bon, on est toujours content quand on peut justement être capable de devancer, par exemple, les Américaines dans un sport comme le nôtre. Oui, une grosse différence entre le 1 et le 2. Les Japonaises sont tough à aller, je pense que c'est le même cas dans votre sport aussi, sont tough à aller chercher, mais on continue. Ce qui fait que suite à la saison 2018, j'ai annoncé que c'était ma dernière année comme entraîneur d'équipe nationale féminine. Le téléphone a sonné rapidement côté de la France, puis on m'a demandé, écoute, on fait la même chose, on commence une équipe, on n'en a jamais eu. Est-ce que tu accepterais de venir coacher cette équipe-là? J'ai accepté d'aller coacher l'équipe en 2019. C'était une qualification pour la Coupe du Monde. Et bon, bonne nouvelle, on a remporté le championnat d'Europe pour nous qualifier pour le championnat du monde de 2020 qui a malheureusement jamais eu lieu ou qui va être reporté en raison de la pandémie qu'on connaît aujourd'hui. Comme Nicolas l'a mentionné, j'enseigne à l'Université d'Ottawa depuis également 2000, à peu près au début des années 2000, donc ça fait une vingtaine d'années. Et pour moi, ben, ça me garde vraiment connecté avec la génération d'aujourd'hui. Je pense que c'est quelque chose que souvent, dans le sport, qu'on oublie de faire. On progresse avec nos connaissances, etc. Et puis, on perd le fil de ce qui se passe vraiment avec la génération d'aujourd'hui, ce qui fait qu'on perd de l'information importante qui viendrait nous challenger sur des façons différentes de pouvoir faire les choses. Nicolas l'a mentionné également, donc à travers le temps, j'ai travaillé beaucoup d'organisations, que ce soit ici au Canada, que ce soit à l'étranger également, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amateur, probablement des logos que vous reconnaissez sur la page qui est devant vous présentement. Mais plus récemment, là, le Comité olympique des États-Unis, le Comité olympique de l'Islande, du Danemark, ça c'est dans les plus récents. Et depuis quelques années également, j'ai beaucoup de plaisir à travailler du côté corporatif, que ce soit avec Hydro-Québec, Novartis, qui est du côté pharmaceutique, pour les aider justement à mieux travailler en groupe, puis avoir une vision plus globale de l'organisation également pour être plus efficace. Donc, je travaille beaucoup en efficacité, ce qui fait que ça m'a appris beaucoup vraiment à connaître ces organismes-là et également à développer des stratégies pour un meilleur travail collectif pour avoir plus de succès. Là, vous devez vous dire, un gars de baseball, ça va-tu être plate la prochaine heure? Il vient de me demander comment je veux être focus, mais déjà en partant, moi, le baseball, je trouve ça plate. Écoutez, on va essayer de faire ça le plus possible interactif. C'est pour ça que je vous disais, si entre-temps, vous avez des trucs à mentionner dans le chat, allez-y, gênez-vous pas. Et puis, c'est comme ça qu'on va avoir un petit peu plus de plaisir. Donc, 3 choses au menu aujourd'hui. Sur le DLTA, évidemment. On va parler au début des quelques généralités autour du programme du DLTA. On va un peu parler également de l'approche qui est davantage centrée sur la personne de plus en plus. C'est ce qui a un peu changé à travers le temps. Également autour de l'athlète, évidemment. Donc, l'athlète va toujours être au centre de ce qu'on fait. Et on va regarder à savoir, mais ça marche-tu, cette affaire-là? Est-ce que d'autres sports l'ont fait? C'est souvent la question qu'on me pose. OK, c'est bien beau, tous ces concepts-là. Est-ce qu'il y a d'autres sports qui l'ont utilisé? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est seulement au Canada ou est-ce que ça se passe ailleurs aussi? Donc, c'est le menu que je vous propose aujourd'hui. Puis, j'ai environ une centaine de slides. Je me connais. Je sais qu'une centaine de slides, je devrais être capable de passer la prochaine heure avec vous autres. Donc, d'entrée de jeu, je veux qu'on mette la table sur un peu mon approche par rapport au développement à long terme de l'athlète, à savoir comment que je me présente à vous, à quoi que je risque de vous servir également. Donc, moi, je me présente à vous comme un ami du judo.
Il y a probablement des choses que je vais vous dire pendant cette présentation-là que vous n'aimerez peut-être pas. Je vous le dis tout de suite. Mais c'est là pour vous faire réfléchir. Entre amis, c'est souvent ça. Hein? Des fois, on oublie de se dire les vraies affaires. Fait que c'est un peu mon rôle à travers la présentation. Donc, c'est comme quand on lance un caillou dans l'eau, une roche dans l'eau, il y a un peu d'eau qui revole, puis des fois, on se fait éclabousser, puis on aime un peu moins ça. Fait que c'est un peu mon objectif, ma mission, c'est de vous faire réagir, de stimuler des choses dans votre cerveau qui vont vous faire dire, ben OK, ça, je suis prêt à l'essayer, ça m'attire un peu moins. Puis il n'y a aucun mal là-dedans également, je ne le prendrai pas personnel. C'est une question justement de vous faire réagir et une question aussi de vous faire penser à comment je pourrais faire les choses autrement, peut-être d'une façon différente pour peut-être obtenir de meilleurs succès. Certains vont dire que c'est comme recevoir un bon coup de pied dans le derrière, puis des fois ça fait du bien, du coup de pied dans le derrière, puis savez-vous, c'est quoi la bonne chose avec un bon coup de pied dans le derrière, c'est que ça nous fait toujours avancer. Ça fait mal un peu, ça nous fait réagir, mais on s'en va tout le temps par en avant après. C'est un peu le rôle que je vais jouer avec vous autres aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sans prétention, on est là pour discuter, et puis entre-temps, donc c'est des choses que je vous le rappelle encore une fois, parce que c'est important, si vous voulez mettre des commentaires dans le chat, même si je ne les lis pas tout de suite, pour faire réfléchir les autres, qui peut-être que vous allume une idée, etc., allez-y, s'il vous plaît, gênez-vous pas. On va se poser beaucoup de pourquoi aujourd'hui également. Donc, pourquoi qu'on fait les choses de cette façon-là? Pourquoi qu'on les fait comme ça depuis 20, 25, 30, 35 ans sans jamais se poser une question à savoir est-ce qu'on peut on peut trouver une meilleure façon de faire les choses? J'aime bien cette photo-là, elle veut dire elle représente vraiment le message que je veux vous transmettre aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aurait une meilleure façon de faire les choses au point de vue du développement de l'athlète et au point de vue également de faire en sorte que l'expérience sportive soit plus positive, autant pour les athlètes que pour les parents, que pour les entraîneurs, que pour tous les intervenants qui sont autour, qui gravitent autour de l'athlète. Évidemment, les choses changent à travers le temps. Si vous êtes de ma génération, vous avez peut-être connu ce qui est à gauche de votre écran présentement, le Super Walkman. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Si vous étiez chanceux, peut-être un peu plus privilégié, vous aviez peut-être le bouton jaune qui est en haut. Et le bouton jaune en haut, là, ça, c'était quelque chose. Si on avait le bouton jaune, ça, c'était le auto-reverse. Ça veut dire qu'on n'avait pas besoin d'ouvrir le truc puis changer la cassette de bord. Le mécanisme faisait en sorte que ça lisait à l'autre côté du ruban sans ouvrir le truc. Ça, c'était vraiment le gros luxe. Évidemment, avec un Walkman, on pouvait traîner avec nous une quinzaine, peut-être si on est chanceux, une vingtaine de chansons. Aujourd'hui, avec la technologie, évidemment, ça a beaucoup progressé et on parle maintenant de milliers de chansons qu'on peut traîner avec vous autres au quotidien, lorsqu'on s'en va au travail, on est en voiture, etc. Donc, les choses changent. Même chose ici, je ne sais pas si en utilisant la boîte de chat, vous pouvez reconnaître cet événement et vous voyez l'événement, il y a simplement à peu près 8 ans de différence. Ça a été pris au même endroit, mais avec 8 ans de différence seulement. Est-ce que vous êtes capable de deviner c'était pour quel événement? Si vous avez une idée, peut-être juste le mettre dans le chat. Et vous voyez, c'est seulement 8 ans de différence. Vous voyez la grosse différence au niveau technologique. Est-ce que vous avez une idée? Prenez une chance. Il n'y a pas de mauvaise réponse. On fait juste s'amuser un petit peu. Avez-vous une idée? Personne n'en a présentement. C'est correct. Alors, si je vous dis que ça se passe, je vous donne un indice. Une élection, oui, c'est une genre, Frédéric, c'est un genre d'élection, mais une élection un peu spéciale. Si je vous dis que ça se passe en Europe, non, c'est pas mon mariage, Nicolas. Nouvel An, concert, non. Investiture américaine. Rome, oui, le pape, et voilà, Bianca, super, bingo, c'est l'annonce du pape. Et vous voyez qu'en seulement 8 ans, la différence au niveau de la technologie, c'est pas beaucoup 8 ans, hein, mais imaginez lorsque on fait les choses pareillement, et puis ça, c'est drôle, on dit souvent, on rit des gens qui utilisent le Windows 95. Rappelez-vous de ça, Windows 95, mais dans nos pratiques, il y a beaucoup d'organisations sportives, de clubs, de provinces qui opèrent encore comme si on était en 1995, puis c'est normal. Donc, on rit des gens qui utilisent une vieille plateforme, une vieille technologie, mais nous, on se permet quand même d'utiliser les mêmes façons de faire qu'on faisait il y a 25 ans. Donc, il faut avoir une vision un peu différente. Évidemment, plusieurs vont dire, on n'a pas les ressources, on n'a pas les ressources pour accomplir ce qu'on veut faire. Par contre, lorsqu'on regarde un peu le succès de certaines organisations, ce n'est pas les ressources, mais c'est au niveau des décisions qui vont être prises. Donc, l'image que vous voyez à l'écran,
c'est que le monsieur qui est là a toutes les ressources nécessaires pour accomplir son objectif. Il prend juste la mauvaise décision, monsieur, là. OK? Donc, il a tout viré ça à l'envers. Il avait sa chaise, il aurait pu faire les choses plus faciles, mais il a décidé de se compliquer la vie pour justement atteindre son objectif qui est d'attacher son soulier. OK? Encore une fois, donc des fois, on se limite, mais c'est juste une question de prendre des bonnes décisions au bon moment. Même chose au niveau de la progression. On est l'hiver, on est au Québec. Vous avez vu les carnavals, les festivals qu'il y a un peu partout. Et puis, quelqu'un qui arrive d'Europe ou d'un autre pays, qui vient chez nous, puis qui voit cette sculpture-là, va dire, mon Dieu, André, c'est donc bien beau, on ne peut pas faire mieux que ça. C'est vraiment extraordinaire. Par contre, lorsqu'on lui dit, ben peut-être, attends un petit peu, on va continuer notre marche. On va aller voir si on peut faire un peu mieux. Puis on continue notre marche, puis on arrive devant cette merveille-là, puis on dit, mais c'est fantastique. Puis notre Européen qui arrive, qui n'a jamais vu ça de sa vie, ou notre Brésilien, ou peu importe, il dit, ben ça, c'est vraiment le top, là, tu ne peux pas battre ça, tu sais. Puis on lui dit, ben on va continuer notre marche un peu plus, puis on va aller voir un peu plus loin, puis on arrive devant cette sculpture-là, puis on dit, ben voyons donc, j'ai jamais pensé qu'on pourrait faire quelque chose d'aussi bien avec le matériel qu'on a en place. Puis là, il nous dit encore une fois, ben là, c'est vraiment le top, tu ne peux pas battre ça. Puis là, on gratte un petit peu plus loin, puis on se rend compte qu'il y a des villages qui ont été faits avec la neige et avec la glace. Fait qu'il y a toujours une façon de faire les choses différemment et une façon d'élever la barre en même temps. Donc, évidemment, si on va avoir du succès, autant au niveau performance, au niveau de la haute performance, au niveau de l'élite, évidemment, il faut faire les choses différemment, peut-être parce que les autres nations, je vais vous le dire tout à l'heure, les autres nations, ils font les choses différemment, ils s'adaptent pour avoir du succès, évidemment. Donc c'est un peu le mindset que je veux qu'on ait ensemble, à savoir, est-ce qu'on peut regarder nos pratiques? Est-ce qu'on peut regarder nos façons de former des entraîneurs? Est-ce qu'on peut regarder la façon de gérer nos clubs? Est-ce qu'on peut regarder la façon de détecter le talent, de l'améliorer, ce talent-là, pour justement avoir de meilleurs résultats? Puis non seulement des résultats, quand je parle de résultats, ben oui, on a les performances, mais en même temps, on a également l'expérience positive. Donc, le jeune garçon ou la jeune fille qui va participer à votre sport, qui va s'entraîner en judo, la journée où il ou elle va décider que c'est terminé, je vais passer à d'autres choses, bien, si on peut trouver une façon de faire que l'athlète peut dire, bien, moi, ce que j'ai appris en judo, c'était tellement positif qu'aujourd'hui, c'est une des raisons qui fait que je suis un meilleur professeur, un meilleur politicien, un meilleur garagiste, ou peu importe le métier que notre pratiquant va avoir choisi. Donc, on a un rôle à jouer de ce côté-là également. Donc, c'est non seulement au niveau de l'athlète, mais c'est également au niveau de la personne. Ça, vous allez voir ça beaucoup apparaître après, par exemple, je suis désolé, la slide est en anglais, mais je pense que vous allez bien comprendre. Ça, c'était la une des journaux au Brésil lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu au Brésil. L'équipe locale, le Brésil, n'a pas réussi à remporter la Coupe du Monde alors qu'ils étaient les autres. Ils avaient perdu contre l'Allemagne et vous allez voir les messages qu'on voyait à la une, c'est toujours la même chose que vous allez voir. On doit repenser notre futur des équipes nationales après cette défaite désastreuse alors qu'on était les autres. D'autres choses qu'on va voir également, on doit évoluer, on doit penser notre soccer différemment, on doit trouver une façon de restructurer notre soccer, puis on doit choisir des nouvelles personnes avec des nouvelles pensées, etc. C'est toujours les mêmes messages qu'on va voir. Je vous en donne un autre. Les Américains qui étaient les meilleurs aux Jeux olympiques, vous allez voir pourquoi maintenant c'est les Hollandais qui se démarquent davantage. On va en parler tout à l'heure. Et après des Jeux olympiques catastrophiques, USA, patinage de vitesse, États-Unis, s'est dit on doit faire venir des experts externes et d'avoir une conversation ouverte et franche sur ce qu'on devrait faire après. Là, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on attend tout le temps une crise pour réagir. C'est toujours comme ça. On attend toujours une crise, puis beaucoup d'organisations ont passé par le même pattern qu'on réagit seulement lorsqu'une crise, on est vraiment dedans. Ça, c'est une autre façon de voir les choses que j'aimerais vous inviter à repenser. C'est avant que l'avion ne crache, avant que l'avion tombe au sol puis qu'on ait des dégâts. Puis, vous savez ce qui se passe quand l'avion crash au sol puis qu'il y a des dégâts? La première chose qu'on veut trouver, c'est quoi? C'est la fichue de boîte noire qui va nous donner les raisons pourquoi que l'avion est tombé.
parce qu'on va pouvoir écouter des conversations avec la tour de contrôle, on va pouvoir avoir les données, les métriques, à savoir pourquoi que l'avion a crashé, etc. Donc, moi, ce que je vais vous inviter à faire à travers la présentation, c'est d'ouvrir votre boîte noire avant que celle-ci ne crache, avant que celle-ci s'écrase. On va essayer d'ouvrir notre boîte noire, regarder qu'est-ce qu'on fait de bien, puis essayer d'éviter justement qu'on puisse avoir des dégâts importants parce qu'on a laissé ça aller, puis qu'on pensait qu'on était sur la bonne voie, mais que finalement, on aurait pu faire les choses différemment. Une présentation que j'ai faite à Hockey Canada à un moment donné, puis je vous pose la question. Selon vous, en 1990, et je donne l'exemple du hockey parce que souvent, tout le monde connaît un peu le hockey. En 1990, selon vous, vous pouvez utiliser le chat box encore, quel était le pourcentage de joueurs canadiens dans la Ligue nationale de hockey? Avez-vous une idée? Donc, en 1990, ça fait quand même une trentaine d'années, quel était le pourcentage, 25, 38, 28, le pourcentage de joueurs canadiens, Nicolas 60, 75, Jean-François 75, dans la Ligue nationale de hockey. Excellent. Donc, allons voir la réponse. C'était 73 %. OK, intéressant. Aujourd'hui, ou l'année passée, d'après vous, on est rendu à combien? Avez-vous une idée? Donc, en 90, 73, 17, 30, intéressant, 33, 17. Tu es en train de me poser des questions à moi, Vincent. Il faut que je te laisse faire. OK, donc on regarde la réponse aujourd'hui. En 2020, c'est 43,1 %, ce qui signifie à peu près 342 joueurs sur 794 sont des joueurs canadiens. Si, ça c'est le message qu'on a dit à Hockey Canada, puis je me rappelle qu'il y avait eu un silence dans la salle. Si on était chez Google, si on était chez FedEx, si on était chez Walmart ou chez Amazon, puis on vous disait qu'on vient de perdre en 30 ans 30 % de part du marché, évidemment, on serait tous virés. Toute la gang au complet, tous les administrateurs, toute la gang au complet, on dirait prenez vos affaires, vous êtes partis. C'est pas acceptable qu'on puisse perdre tant de monde. On a quand même un si peu laps de temps parce qu'on s'est assis sur nos lauriers puis on n'a pas fait les choses autrement alors que les autres se sont démarqués. Donc, ça pour vous dire qu'encore une fois, il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats différents si on s'attache à certaines vieilles pratiques qui sont là depuis quand même assez longtemps. Tombons dans le vif du sujet, parlons un peu des généralités autour des LTA. Donc, je voulais mettre la table sur la façon de percevoir les choses, mais regardons un peu de plus près à quoi ça peut ressembler. C'est un peu l'histoire de deux formes géométriques qu'on va parler ensemble. Celle que je vais appeler le triangle, qu'on est peut-être familier, par rapport au rectangle. Je vais m'expliquer un petit peu plus à savoir qu'est-ce que ça veut dire, cette différence-là fondamentale qui existe entre deux modèles significatifs qui sont utilisés un peu partout à travers le monde sur le développement à long terme de l'athlète. Regardons un petit peu plus dans les détails. Si on regarde dans le modèle à gauche avec la pyramide, vous avez les athlètes qui sont au bas, l'athlète A, B, C, D, peu importe. Et à mesure que l'athlète va progresser dans le système, évidemment, on va en perdre. Parce que soit qu'ils ne sont pas assez compétents au niveau des habiletés, etc., soit qu'on ne les sert pas nécessairement assez bien pour leur permettre de continuer et d'avoir du succès. Donc, on en perd à mesure qu'on progresse dans notre pyramide, dans notre triangle. Évidemment, c'est pour ça qu'on appelle un triangle, parce qu'on a moins rendu en haut qu'on en avait en bas. Alors que le rectangle, qui est une approche un petit peu plus différente, c'est qu'on va essayer de trouver des moyens pour que l'athlète, lorsque vient le temps peut-être de quitter un stade de développement, qu'on puisse le récupérer d'une autre façon pour lui permettre justement de progresser à travers notre structure. Et allons un petit peu plus dans les détails sur les deux modèles. Donc, si on regarde encore une fois à gauche, la pyramide, à droite, qui est le modèle canadien du développement à long terme de l'athlète. Comme vous voyez, c'est un peu compliqué en termes de chemin, mais je vais vous l'expliquer. Donc, le premier, évidemment, c'est un système d'exclusion où, qu'à mesure qu'on avance dans le système, on exclut des gens qui auraient peut-être le goût de faire du judo ou faire du soccer ou faire du badminton à un niveau différent que celui qui leur est proposé présentement, alors que le modèle rectangulaire est un modèle qui est davantage axé sur l'inclusion. Et si vous regardez un peu le modèle de droite, vous allez vous rendre compte qu'il y a je vais enlever ce petit mot-là ici, qu'il y a 3 stades de développement. Active Start, fondamentaux, apprendre à s'entraîner, les 3 premiers.
qui sont à la base de ce qu'on appelle la littératie physique. La littératie physique, c'est l'ensemble des mouvements qu'on va apprendre à un bas âge qui va nous permettre, justement, après ça, de prendre le meilleur chemin possible sans pour autant avoir de lacunes au niveau de ces mouvements fondamentaux-là qui vont faire en sorte que je ne serai pas capable de pratiquer certains sports. Et si vous avez remarqué dans mon rectangle également que ma pyramide ou mon triangle de gauche est quand même là. Vous voyez ici, là, en bleu, en mauve, en bleu, en vert, il est quand même là. Il y a une forme un peu différente, mais notre pyramide est à l'intérieur d'un rectangle. Ce qui fait que lorsque l'athlète va quitter notre triangle, on va quand même pouvoir lui offrir d'autres possibilités de contribuer ou d'être actif dans votre sport, qui est, dans le cas présent aujourd'hui, qui est le judo. Donc, évidemment, le modèle de gauche qui est plus axé sur le court terme, on va avoir des résultats tout de suite rapidement, alors que le modèle de droite est axé davantage sur le long terme. Donc, une progression qui se fait et éventuellement, dans les deux cas, vous allez vous rendre compte également que dans les deux cas, on peut quand même avoir du succès au niveau de la haute performance. Ça, c'est ce qui est fascinant là-dedans. Évidemment, à gauche, on part plus d'un modèle où c'était une pipeline. Donc, on suit un parcours par rapport au nouveau modèle de rectangle où c'est plus un cheminement, où on peut se passer à travers différents cheminements qui vont nous permettre justement d'arriver à différents niveaux selon nos habiletés, nos compétences. Le premier modèle qui est au niveau de l'âge, ça, c'est quelque chose que vous avez un peu un avantage par rapport à d'autres sports en judo. La pyramide qui est plus en fonction de l'âge et le rectangle qui est plus en fonction des habiletés. Donc, qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir? La pyramide qui est, on coupe, à mesure qu'on avance, on coupe, on retranche des gens, alors que le rectangle, on transfère des gens dans d'autres stades de développement qui vont leur permettre quand même de s'épanouir à travers notre sport. Le premier, on travaille vraiment seul. Ça, c'est important. Puis dans des sports de combat comme le vôtre, je l'ai remarqué également dans des sports de raquettes, où le message important, c'est de travailler ensemble. Donc, quand on a justement des réflexions à faire sur ce qui est le mieux pour nos athlètes, bien, il faut enlever l'uniforme, il faut enlever le tatami, il faut enlever le combat. On est là pour la même cause, il faut travailler ensemble. Dans les sports de raquettes, il faut enlever le filet. Quand on est habitué d'avoir un filet entre nous, entre les deux adversaires, il faut l'enlever le filet, il faut le faire tomber pour être en mesure justement de bien travailler ensemble. À gauche, on travaillait seulement pour un sport, alors qu'à droite, on travaille pour la société en général, ou ça se pourrait peut-être qu'un athlète va passer à travers votre sport et évidemment, à un moment donné, il va dire, bien, pour moi, le judo, c'est pas pour moi. Moi, je pense que je vais aller au karaté ou je vais aller faire d'autres choses, peut-être aller au volleyball ou peu importe. Puis, vous allez le voir dans l'autre sens également, qu'il y a peut-être des athlètes qui sont fait former dans d'autres sports, qui vont transférer chez vous, qui vont quand même avoir un certain niveau de succès. Donc, il faut travailler de concert, justement, pour avoir le meilleur résultat possible. Et vous voyez qu'il y a un cheminement qui se fait à la pyramide où on peut quand même avoir des athlètes médaillés, etc. Mais le parcours avec un rectangle est peut-être un petit peu plus compliqué. Okay? Un petit peu plus moins linéaire. Par contre, il y a toujours une façon d'atteindre les plus hauts sommets. Donc, évidemment, on essaie d'éviter le triangle le plus possible et de travailler du côté du rectangle qui est à votre droite pour permettre d'avoir un modèle qui est un petit peu plus inclusif, qui va vous permettre de répondre aux besoins de la majorité des gens. Autre chose importante, c'est que les enfants, ce n'est pas des adultes en miniature. Ils ont des besoins hyper importants, ils ont des besoins différents que si vous travaillez avec des adultes, ce n'est pas les mêmes besoins du tout. On va en parler un petit peu tout à l'heure. Et les filles, ce n'est pas des gars. Ils ont des besoins différents. La maturation est différente et l'approche avec les filles est également différente de celle qu'on va avoir avec les garçons. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, je l'ai appris un peu sur le tas à coacher des filles. Ça pourrait faire une autre conférence d'1 heure. Je ne vais pas trop m'embarquer là-dessus, mais la façon de travailler avec la fille va être très différente de celle qu'on a à travailler avec le garçon. Vous avez peut-être déjà vu cette diapo-là qui est probablement la plus importante du modèle de développement à long terme de l'athlète. Je vous l'explique rapidement. En haut, vous avez le développement de l'athlète féminine. En bas, vous avez le développement de l'athlète masculin. Vous avez les groupes d'âge ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans le milieu. Okay? Et vous avez l'ensemble des déterminants de la performance qui devraient être travaillés à certains moments, qu'on va appeler des périodes sensibles au développement de ces déterminants de la performance-là.
Par exemple, si je vous dis à quel moment du développement qu'on devrait travailler la vitesse, bien, la réponse, c'est 5-7 ans pour la jeune fille, puis 6-8 ans chez le jeune garçon. Excusez. Donc, vous voyez ici que la vitesse apparaît ici un petit peu plus vite. Et en termes généraux, la fille va se développer plus vite que le garçon. Et à un moment donné, lorsqu'on va arriver entre l'âge de 12 et 16 ans, où ce que là, c'est vraiment important, s'il y a un message important à vous rappeler, c'est là qu'on fait ou qu'on défait un athlète. C'est entre l'âge de 12 et 16 ans. Pourquoi? Parce qu'il se passe bien des choses au niveau morphologique, au niveau physiologique, et c'est là qu'on va avoir la fameuse poussée de croissance. Donc, on a tous passé par là, tout le monde qui est ici aujourd'hui, on a tous passé par là. Rappelez-vous de vos années à l'école secondaire. Deux collègues, deux amis ont 14 ans les deux. Il y en a un qui mesure 6 pieds 4, l'autre qui mesure encore 5 pieds 2. C'est pas juste à cause des parents, c'est parce qu'il y en a un qui a grandi plus vite que l'autre. Il y en a un qui se promène avec les bras pendants, etc., qui a de la misère à être coordonné, etc., qui fait que justement, on a des différences importantes. Osez ou allons-nous, on va avoir de documentation plus tard, on va s'arranger. C'est une bonne question. On va s'arranger pour que vous ne passez pas votre temps à prendre des photos. C'est ça qu'on va faire. OK? C'est bon? Donc, tout ça pour vous dire que vient le temps où que pour travailler le développement de la force, par exemple, il faut attendre justement que notre maturation, notre poussée de croissance soit en décélération. Vous voyez ici qu'on a des moments importants pour travailler le développement de la force. Même chose chez le garçon. Et il faut éventuellement, comme entraîneur, comme club, ça, c'est la question qu'on me pose souvent, mais comment on fait pour savoir si on est en début de poussée de croissance, on est en plein milieu ou on est en décroissance. La poussée de croissance, mais il faut mesurer, comme n'importe quoi. Qu'est-ce qui va pousser le plus vite chez l'être humain, dans le corps humain? C'est nos membres, les bras, les jambes. Donc, un test facile, on mesure l'étendue des bras. On le fait à peu près aux 2-3 mois, surtout lorsqu'on commence avec des athlètes à partir de l'âge de 12 ans. Quand on commence à voir que les bras commencent à grandir, c'est signe qu'on commence à avoir une poussée de croissance qui débute. Et lorsque la poussée de croissance débute, évidemment, tout ce qui est développement de la force, on essaie de le mettre de côté parce que ce n'est pas approprié, parce qu'on est en train de tout étirer, les ligaments, etc., qui va faire en sorte que ce n'est pas approprié de travailler la force. Lorsqu'on va décélérer, la dernière chose qui grandit dans le corps humain, c'est le tronc. Donc, assis au mur, on mesure assis au sol, à partir du sol jusqu'au haut de la tête. Lorsqu'on voit que le tronc commence à grandir, on est en décélération. Et c'est là que présentement, on peut commencer à travailler le développement de la force. Et donc, ça, il faut le savoir. Puis là, la difficulté pour les coachs, c'est que dans votre dojo, je pense que c'est comme ça que vous appelez ça, ça se peut que vous ayez des athlètes qui sont dans différentes places dans leur développement moteur, dans leur maturité, etc. Donc, vous autres, comme entraîneurs, comme intervenants, il faut adapter justement en fonction de chacun des individus qui est là. Parce que comme j'aime le dire également, nos meilleurs coachs devraient travailler avec ce groupe d'âge-là. Entre 12 et 16 ans, c'est là vraiment ça passe ou ça casse, comme on dit. Parfait. Alors, on continue. Donc, il y a un accent qui est mis sur l'adolescence, de comprendre que non seulement il y a des différences fondamentales au niveau physiologique, mais il y a également une augmentation au niveau du décrochage à cet âge-là. Donc, évidemment, si on veut leur offrir si on leur offre une meilleure expérience sportive, ben, on limite justement les dégâts d'en perdre le plus possible. C'est là que dans tous les sports, on voit que ça drop, puis encore plus chez les filles, dans certains sports. Donc, on a des problèmes à résoudre, puis on a des choses à aller chercher justement avec ce groupe d'âge-là pour faire peut-être un meilleur travail avec nos ados. Donc, si on regarde au niveau de ce qu'on devrait faire au niveau du centrage sur la personne et sur l'athlète, on va un petit peu plus loin. Ça, c'est notre objectif à tout le monde. Okay? Donc, on veut développer des athlètes qui sont actifs, qui sont habiles, imaginatifs, plein de ressources et résilients. Si on réussit à faire ce job-là, tout le monde, là, on va en faire tout un travail parce qu'à la base, comme entraîneur, comme club, si on est capable d'atteindre ça, l'objectif est atteint. Autre chose qu'il faut se rappeler également, c'est quand le moment où on est né, puis ça ne changera jamais, à partir du moment où on est, jusqu'au moment où on a 12 ans, on a 4380 jours où on peut justement être capable de faire quelque chose. Okay? Donc, c'est là que intervient la littératie physique, la collaboration avec les autres sports pour faire en sorte qu'on ait un meilleur système. Mais encore plus important, entre l'âge de 12 et 18, je l'ai dit tantôt, ce moment-là est super important, on a un petit peu plus de 2000 jours. Et avec 2000 jours, ben, la question que j'ai pour vous autres, ben,
comment on va utiliser ces 2000 jours-là pour faire en sorte que l'expérience sportive soit positive, pour faire en sorte qu'on n'échappe pas trop et pour faire en sorte également qu'on vienne maximiser les déterminants de la performance pour faire en sorte qu'on puisse amener l'athlète ou les athlètes à leur, on va appeler ça leur plafond potentiel de performance. Certains vont plafonner à un certain moment, d'autres vont peut-être aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 2000 journées-là? Posez-vous la question, est-ce que vous les utilisez correctement, ces 2000 jours-là, à l'intérieur de vos structures? Dans le programme le Sport pour la vie, le DLTA, on fait justement référence à, je vais aller voir le chat, le plaisir d'entraînement, Sylvain, oui, tout à fait. D'avoir du plaisir à l'entraînement, c'est, puis tu vas le voir dans certains résultats de recherche que je vais vous montrer tantôt. On parle toujours de 3 composantes importantes pour un sport de qualité. On parle de bons programmes, on parle de bonnes personnes, puis on parle de bons endroits. Si on est capable de structurer notre sport autour de ces 3 éléments-là, évidemment, les chances de succès sont plus élevées de ce côté-là. Allons gratter un petit peu plus dans chacun de ceux-là, puis allons voir qu'est-ce qu'on veut dire par avoir des bons programmes. Je vous donne mon exemple à moi. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet baseball chez nous. C'est qu'on a Baseball Canada qui va guider, qui va faire de l'innovation, leadership, du développement de programmes, du recrutement, etc. On pense avoir un impact sur notre sport au Canada. On veut que ça soit inclusif, on veut faire vivre la tradition, on veut que ça soit familial, etc. Et par la bande, on pense qu'on a des effets collatéraux sur la société au niveau de l'expérience sportive des participants, des parents, etc., qui fait en sorte qu'on va avoir contribué à faire des meilleurs citoyens et des meilleurs leaders à travers le temps. Donc ça, c'est un peu notre façon de voir les choses. Ça va un petit peu plus loin. Ce qui fait que pendant des années, si vous connaissez un peu mon sport, quand j'ai commencé à Baseball Canada, à un moment donné, on m'a dit, va voir comment ça se passe, la première expérience sportive des jeunes. Puis là, c'était épouvantable. Partout ce que j'allais voir au Canada, on jouait ce qu'on appelle le T-ball. Parce qu'on mettait un genre de bâton, là, puis là, les joueurs sur le terrain, ça faisait rien, ça jouait dans le sable, ça jouait dans les fleurs, ça jouait dans leur nez, ils faisaient tout à part jouer au baseball. Fait que là, il a fallu qu'on change ça. Ce qui fait que c'est drôle parce qu'on parle de judo aujourd'hui. Je me suis inspiré un peu de l'idée des ceintures de couleurs par rapport au développement des compétences. Puis on a développé un système de casquettes de couleurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la première expérience sportive de notre sport est tellement positive qu'on ne perd plus notre monde. Ils restent chez nous. Ils ne vont pas faire autre chose. Ils n'ont pas le goût d'aller au soccer parce que l'expérience a été, oui, copieur, François, tu as bien raison, j'ai très, très copié, puis je vous encourage, c'est bon que tu le dises, hein, ayez pas peur d'aller voler les idées des autres. Ça se passe partout. Même Picasso l'a dit, il volait des idées des autres. Allez fouiller ailleurs, allez vous inspirer de ce que fait les autres. Ce qui fait qu'on a réussi justement à avoir un programme où on produit maintenant une quarantaine de mille de casquettes par année. On a des commanditaires majeurs, ce qui fait qu'on est capable de justement construire cette business-là autour d'un nouveau programme. Oui, certains, Rosé, je pourrais vous la fournir en français pour vous donner l'endroit où vous allez pouvoir les trouver. Autre chose qu'on a fait également, c'est que on a créé un programme qui s'appelle les essentiels en français, où ce qu'on a fait, c'est que, vous allez voir, c'est pas compliqué, là. Les essentiels ou les absolutes en anglais, 11. Ça veut dire que ce qu'on a créé pour nos entraîneurs, c'est 11 éléments techniques, tactiques, physiques et mentales. Seulement 11 affaires sur lesquelles ils devraient mettre leur attention pendant le courant de l'été avec les jeunes de ce groupe d'âge-là. Donc, le 11 veut dire le groupe d'âge, 11 ans et moins, il veut dire 11 éléments. That's it, that's all. Okay? On ne veut pas qu'ils fassent d'autres choses. S'ils peuvent faire un bon travail de ce côté-là, ça serait super. Chez les 13 ans, même chose, c'est 13 pour 13. Donc, 13 éléments pour le groupe de 13 ans et 15 également, 15 éléments pour le groupe de 15 ans. Assez simple. Puis, rapidement, je ne vais pas passer à travers ici, mais juste pour vous dire que je ne vais pas passer à travers les détails, mais sur les 11, vous allez comprendre qu'il y en a 7 sur les 11 qui sont techniques. Parce qu'à cet âge-là, c'est là vraiment que sont des éponges au niveau technique. Il y en a une qui est tactique, parce qu'à cet âge-là, la tactique, pour nous autres, c'est pas vraiment une priorité. Il y en a un qui est physique, il y en a un qui est mental, puis il y en a un autre, c'est plus structurel, etc. Puis on a fait la même chose pour les 13 ans, avec 13 éléments, puis on a fait la même chose avec les 15 ans, avec 15 éléments. OK? Donc, très, très simple pour permettre justement à nos coachs
de focuser sur les bonnes choses. Parce qu'on s'est rendu compte à travers le temps que les coachs, des fois, ils faisaient un peu de ce qu'on dit de l'over-coaching, donc on enseignait trop à nos jeunes qui étaient en développement. Ça pour dire que j'aime l'image de l'athlète qui est un dessus d'une table avec 4 pattes très solides, technique, tactique, physique et mentale. Okay? Et si j'enlève une de ces pattes-là, est-ce que la table va tenir? Oui, elle va tenir la table. Vous ferez l'essai si vous voulez. Là. Une table sur 3 pattes, ça tient. C'est pas super solide. Si vous venez vous asseoir sur le coin où la patte est enlevée, évidemment que la table risque de s'écrouler. Ce qui fait que si on néglige un de ces éléments-là dans notre parcours, on risque de pas faire en sorte que qu'on n'aura probablement pas maximisé le potentiel de chacun de nos athlètes. Et ça, ces 4 éléments-là doivent se décliner correctement à travers la progression des athlètes, que ce soit ceux qui commencent ou ceux qui sont en développement ou ceux qui sont au niveau de l'élite. Évidemment, vous avez compris que plus on est jeune, plus que de la technique, plus on est avancé, plus que de la tactique et du côté mental, alors que le physique souvent reste quand même assez stable. Lorsqu'on parle des bonnes personnes, ne soyez pas choqués avec ce que vous allez voir là. Ça, c'est le titre d'un livre. Puis je vous encourage à le lire. Ça s'appelle The No Asshole Rule. Ça veut dire quoi? En français, là, j'utilise les vrais mots, c'est la règle des trous de ça. C'est un livre super intéressant où on vous indique que beaucoup d'organisations, beaucoup d'équipes vont avoir beaucoup de difficultés à passer à l'étape suivante en raison des individus qui font partie de ce groupe-là. Je ne vous dis pas que vous faites partie de ce groupe-là, au contraire. Je suis certain que vous êtes tous des super personnes, des super bénévoles, des super intervenants, mais ça arrive des fois qu'on a des gens un petit peu plus compliqués. Puis eux, ils ont établi ce qu'ils appellent le TCA, c'est le coût total de ces personnes-là. Puis je le traduis rapidement. Quand on est à travailler avec ce genre de personnes-là, il y en a 48 qui descendent au niveau des efforts, qui vont avoir une baisse au niveau des efforts, 47 qui travaillent moins, 38 qui baissent au niveau de la qualité. Il y a une baisse de performance de 66 qui est significatif. On perd du temps à s'inquiéter, à savoir ce qui va se passer. On perd du temps à éviter cette personne-là. On devient moins dédié à la cause, etc. Éventuellement, il y en a 25 qui vont quitter, puis il y en a 20 qui vont être témoins d'autres qui vont quitter. Donc, s'entourer de bonnes personnes est hyper important pour faire en sorte qu'on ait justement la meilleure qualité sportive possible. Et également, reconnaître une chose, c'est que chaque intervenant, on a chacun nos limites. Puis des fois, ça devient difficile parce qu'on s'approprie les gens avec qui on travaille, puis on a peur justement de laisser aller des athlètes avec qui on travaille. Et il faut que c'est, dans la majorité des sports, on le voit également, c'est qu'il faut trouver une façon de faire que si je travaille avec un certain groupe d'athlètes ici, que si j'ai atteint mes limites, bien, je dois le laisser aller vers quelqu'un, une structure, un programme qui va faire en sorte qu'il va emmener l'athlète à un autre niveau, va l'amener jusqu'ici. Puis c'est un peu la problématique du sport au Canada présentement, c'est qu'on a peur de laisser aller l'athlète avec qui j'ai travaillé pendant 5, 10, 15 ans, mais qu'on le garde chez nous parce qu'on a établi cette belle relation-là à travers le temps, mais qu'on limite justement les potentiels de notre athlète à aller plus loin. Et tout ça pour vous dire que il y a des gens qui vont nous dire que moi, j'ai 25 ans d'expérience, j'ai tout vu, j'ai tout fait, et vous allez vous rendre compte que quand on gratte un petit peu, des fois, c'est 25 fois la même année d'expérience. C'est pas pareil. 25 ans d'expérience et 25 fois la même année d'expérience. Évidemment, on n'a pas les mêmes résultats au bout du compte. Autre chose importante à savoir également, je vais regarder mon heure, ça va bien. Donc, les enfants aiment la compétition, les parents aiment la comparaison. Donc, de passer du temps à bien éduquer les parents sur les principes qui sous-tendent un peu votre programme, votre club, va devenir hyper important parce qu'il faut continuer quand même, les parents vont toujours être là. Voici la vidéo pour vous montrer quelque chose de ce côté-là. Vous n'entendez pas, hein? Bougez pas, je vais juste partager avec le son. J'avais oublié de partager avec le son. Voilà. Oh my goodness! Go, buddy! Go, buddy!
Et la raison pourquoi je vous montre cette vidéo-là, évidemment, si vous avez bien entendu, la seule personne qui semble avoir du plaisir dans tout ça, ça semble être les parents, que vous entendiez. Désolé, au début, j'avais oublié de mettre le son. Mais est-ce que cet athlète-là, qui est quand même un bon athlète, doit apprendre quelque chose dans cette situation-là? Pas vraiment. Est-ce que les autres autour qui ont tous peur apprennent quelque chose? Pas vraiment. Donc, il n'y a pas grand monde qui a du plaisir là-dedans. Mais tout ça pour vous ramener sur le parent qui va toujours être là, qui va toujours, par contre, des fois, s'il n'est pas bien éduqué et si la structure n'est pas bien appropriée, évidemment, ne placera pas les enfants dans des situations idéales d'apprentissage. Alors, je continue. Allez demander, il faut le faire plus souvent, allez demander aux enfants ce qu'ils veulent. Puis allons voir leurs résultats à des sondages qu'on leur a proposés sur qu'est-ce qu'ils aiment du sport. Voici ce que la recherche nous dit. Qu'est-ce qui leur procure le plus de plaisir? Faire de leur mieux, être traité avec respect, avoir du temps de jeu, bien s'entendre avec les coéquipiers ou les autres membres du club, être actif. C'est les 5 top 5 okay, de ce que les recherches, ce qui représente pour eux le plus de plaisir. Ce qui représente le moins de plaisir pour eux. 48e rang, gagner. 63e rang, faire des tournois. 66e rang, travailler avec des spécialistes. 73e rang, jouer, voyager pour jouer. 80, c'est drôle, se faire prendre en photo, ça ne nous intéresse pas pour tout. Okay, quand on s'excite, on fait des photos, etc., puis on aime ça, etc., mais eux autres, là, ils n'en ont rien à cirer de ça. Okay, quand on fait, justement, sondage, on leur demande exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Okay? L'âge ici, c'était des 10 à 15 ans sur le sondage qui avait été fait. Et si vraiment on ne s'occupe pas, ça c'est l'image que si on ne s'occupe pas de nos jeunes, ils deviennent des spectateurs, font des choses terribles. Ça, c'est à Rotterdam, c'était l'équipe de soccer où on a dû justement mettre fin à la présence de spectateurs pour certains matchs parce que ça prenait des mesures incroyables où on ne voulait pas continuer. On continue avec certains contextes. Encourager la diversification en bas âge, donc être capable justement de faire en sorte qu'on puisse exposer nos jeunes au plus de compétences possibles en bas âge. Voici ce que la recherche nous dit. Ça nous donne plus d'options pour choisir le bon sport éventuellement, atteindre le niveau élite en moins d'heures. Donc, si j'apprends de d'autres sports et que je m'en viens au judo après, ça va nous aider. Augmente le transfert des habiletés techniques et mentales aux autres sports. Augmente la motivation et la confiance. Meilleure prise de décision. Et je vais ajouter quelque chose aussi, être exposé à d'autres entraîneurs. Ça, c'est important, d'être exposé à d'autres styles d'enseignement, d'autres styles de leadership. Ça nous ferait progresser comme individu et être actif plus longtemps pendant la vie. Je pense que quand on parlait tantôt de société, évidemment, ça peut nous aider. Tous les athlètes que vous venez de voir là, c'est tous des joueurs de football aujourd'hui dans la NFL qui ont été repêchés à un très haut niveau, mais qui ont fait un parcours multisport qui a fait en sorte que, justement, on était en mesure, justement, de développer d'autres compétences pour nous amener à avoir le meilleur résultat possible. La formation et la certification d'entraîneur est hyper importante également. Voici ce qu'on nous dit sur ce que les jeunes veulent d'un entraîneur. Pas grand-chose, vous allez voir, c'est très, très simple. Respect, encouragement, un modèle positif, une communication claire et concise, la connaissance du sport et être à l'écoute. Si vous faites ça, si vous avez des entraîneurs qui font juste ça, vous venez de répondre à la grande majorité des jeunes qui vont faire du sport, peu importe le niveau. On parle de bons endroits, on a parlé de bonnes personnes, on a parlé de bons programmes, on parle de bons endroits. Il y a
un slogan qui nous dit « Si vous construisez, ils vont venir ». Évidemment, je pense que ça fait partie de la culture. Donc, évidemment, si vous avez des bons endroits pour bien travailler, etc., c'est toujours un principe important pour garder nos jeunes impliqués dans le sport. Donc, investir dans nos infrastructures, dans l'offre de services au niveau des installations de l'équipement, c'est primordial également. Et finalement, j'arrive à 13h21, c'est bon. Est-ce que ça marche, cette affaire-là? Est-ce que ces concepts-là fonctionnent? Donc, alors, on voit un petit peu en détail à quoi ça peut ressembler. Ça, c'est le modèle, encore, désolé de l'anglais ici, mais je vais vous l'expliquer, vous allez voir, c'est très, très simple. Ça, c'est le modèle du basketball. Et si vous remarquez, le modèle de développement à long terme du participant, de l'athlète, a été implanté à peu près autour de 2006-2007. Ça, c'est ce que je pointe ici, là, le vert, c'est là que ça a commencé. Regardez, puis le basket a été bon là-dedans. Ils se sont dit, on va embarquer dans le projet, on va l'implanter, puis on va voir vraiment ce que ça donne. Puis regardez l'explosion de ce qui s'est passé après au niveau des joueurs qui ont été repêchés au niveau de la NBA et qui ont eu des carrières au niveau collégial, universitaire américaine. Ça l'a explosé jusqu'en 2019, puis ça continue après. Une des nations à surveiller au niveau international dans les prochaines années, ça va être le Canada en basket parce qu'ils ont fait bien les choses. Un autre exemple qui est très d'actualité présentement, quand on montre cette photo-là, les gens reconnaissent souvent l'athlète à gauche, Serena Williams. On oublie c'est qui la jeune femme à droite qui est Bianca, une athlète canadienne qui a remporté le US Open il y a un an ou deux à peu près. Et les gens se disent, ben OK, ben, on sait bien, c'est peut-être un accident, on a une bonne athlète, etc. Et quand on regarde, on a Shapovalov, on a Félix Auger-Aliassime, on a la jeune Lia qui font leur chemin présentement. Et le tennis est le modèle présentement, un peu partout dans le monde, qui est retenu comme étant celui qui fonctionne le plus, parce qu'ils ont vraiment été capables d'implanter tous les trucs que je vais vous montrer tantôt, que je vais montrer depuis le début, et vraiment les mettre au quotidien à l'intérieur de leur pratique dans les différents clubs d'excellence et de développement qui ont à travers le pays. Est-ce que ça fonctionne ailleurs? Vous avez le modèle irlandais ici qui est avec peut-être même des termes un petit peu différents, mais vous voyez qu'on utilise les mêmes termes. Vous voyez ici en Afrique du Sud, encore une fois, vous reconnaissez un peu le même style de modèle avec des différentes étapes, à différents stades de développement. Même chose ici avec les politiques, les objectifs, avec les intervenants qui font partie du modèle également. Vous allez au Bahreïn, par exemple, qui est un pays du Moyen-Orient, un tout petit pays qui se sont inspirés beaucoup justement du modèle canadien. On continue avec les Américains, comme je disais tout à l'heure, les Américains qui se sont inspirés du modèle canadien avec des termes différents. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que pendant des années, les Hockey USA, par exemple, USA Hockey, se sont pointés à nos événements pendant des années, 3, 4, 5 ans de suite. Ils écoutaient, prenaient des notes, disaient pas un mot. Et tout ce qu'on ne savait pas pendant ce temps-là, c'est qu'ils implantaient pendant ce temps-là toutes nos idées, alors que chez nous, au hockey, on dit on n'a pas besoin de ça, on est bon, on est meilleur au monde. Jusqu'à temps qu'ils nous battent dans un certain championnat du monde de hockey junior. Et là, on s'est dit, oh, minute, comment ça qu'on se fait battre au hockey chez nous? Et là, on s'est rendu compte que c'était justement le programme canadien qui était implanté chez les Américains qui faisait en sorte qu'on avait perdu un peu l'avance de ce côté-là. Un bon exemple, USA Basketball, qui ont développé justement des matrices incroyables de développement des habiletés, où ce que c'est très, très clair qu'à travers chacun des stades de développement, qu'on va mettre l'emphase sur certaines techniques, certaines tactiques qui sont très importantes pour eux. Évidemment, on parle ici du pays qui est le meilleur au monde dans ce sport-là. Je vous ai parlé tout tantôt de la Hollande. La Hollande, puis vous voyez, c'est pas dans notre langue, évidemment, à droite, c'est en hollandais, mais vous allez peut-être reconnaître qu'on parle ici du même genre de modèle qu'on va suivre, etc., à l'intérieur de leur club. Et les Hollandais, présentement, à patin de vitesse, ce sont les meilleurs au monde. Des fois, ce n'est pas juste les nations les plus grandes en population. Si on a juste regardé aux derniers Jeux olympiques, les Jeux olympiques d'hiver, c'est la Norvège qui est ressortie comme étant grande gagnante des Jeux olympiques d'hiver. Ils ont moins de population que la province de Québec. C'est pour vous dire jusqu'à quel point que le modèle, la structure, va générer des résultats au bout du compte.
On a vu des images de rugby tantôt. Vous connaissez peut-être les All Blacks, ceux qui font le haka avant leur performance. C'est le même style de modèle également, si on va un petit peu plus dans les détails. Vous voyez, c'est juste présenté différemment, mais c'est une étape en progression où on sait que chez les moins de 6 ans, les moins de 7 ans, les moins de 8 ans, 9, 10, 11, 12, on a justement un menu compétitif et un menu technique qui va venir soutenir ce que les enfants ont besoin à ce groupe d'âge-là. Okay? Donc, il faut simplement réfléchir pour être en mesure justement d'avoir le meilleur résultat possible. Même chose chez les Suédois. Je passais beaucoup de temps chez les Suédois, chez les Danois, les Islandais. Eux vont s'inspirer beaucoup également du modèle québécois, plus qu'on pense. Et les résultats dans plusieurs sports sont surprenants, avec un petit pays, encore une fois, qui en population est moindre que celui du Québec. Quelques mots en terminant, parce qu'il est déjà, je regarde l'heure, il est déjà 1h26. Donc, quelques mots en terminant. La performance, c'est toujours notre potentiel moins l'interférence qu'on va lui donner. Donc, la performance, c'est le potentiel, donc votre potentiel comme organisation, comme groupe d'individus, comme club, moins les interférences, qui souvent les interférences, c'est nous qui se les mettons. On peut appeler des fois en québécois, on dit des bâtons dans les roues qu'on se met. Bien, c'est quoi les petites interférences qui vont faire en sorte qui limitent mon potentiel, qui viennent faire obstruction à mon potentiel et en même temps bloquent peut-être la performance à un certain niveau. Et ça nous amène à penser au changement. Donc, évidemment, si il y a des choses qui ont résonné dans ce que je vous ai dit aujourd'hui, évidemment, ça peut peut-être vous dire, bon, OK, il y a peut-être des choses qu'il faut changer. Mais pour moi, lorsqu'on parle de changement, on parle de 5 éléments hyper importants. Un, ça c'est la dernière ligne en bas que vous voyez. Un, c'est que ça nous prend une vision, ça nous prend des habiletés, ça nous prend un incitatif, ça nous prend des ressources et ça nous prend un plan d'action si on va arriver au changement. Évidemment, si on enlève un de ces éléments-là, donc, mettons qu'on a tout à part la vision, donc on ne sait pas trop où on s'en va, qu'est-ce qui va arriver au bout du compte? Il va arriver de la confusion. On ne sait pas trop dans quelle direction qu'on s'en va, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas de leadership, on ne sait pas ce qu'on s'en va, confusion. Évidemment, si on a tout, mais on n'a pas les habiletés, on va avoir justement, on va développer de l'anxiété. On n'a pas c'est comme n'importe quoi, quand vous allez faire un examen puis vous n'avez pas toutes les compétences pour le faire, on devient anxieux soudainement. Et même chose pour le reste, si on a tout à part un plan d'action, évidemment, on va avoir un faux départ. Un faux départ, ça veut dire qu'il faut recommencer, revenir en arrière, défaire ce qu'on a fait, perdre de notre temps, etc. Donc, évidemment, comme organisation, comme club, comme province, comme pays, il faut tout le temps garder en tête que ces 5 éléments-là, la vision, les habiletés, avoir des incitatifs, avoir des ressources, un plan d'action, c'est ça qui va nous amener vers le changement. Je vais aller voir mon chat. Je vais répondre aux Osée tout à l'heure si tu me le permets. Je vais laisser ta question là. Je continue. Ça, c'est une citation de Wayne Gretzky qui dit qu'il faut aller où est-ce que la rondelle s'en va au lieu d'aller vers sa provenance. C'est la même chose dans n'importe quoi. Hein? Donc, si on veut aller vers justement le progrès, bien, il faut aller vers ce que la tendance nous dit, puis justement, de ne pas trop regarder en arrière, mais aller davantage vers l'avant. Ça va devenir important également. Puis en parlant de changement, ça c'est une citation hyper intéressante également, on vous dit si vous n'aimez pas le changement, tu vas aimer de ne pas avoir rapport, je peux dire, là, encore moins. Fait que, en anglais, on dit if you don't like change, you're going to like irrelevance even less. Donc, tu n'as pas le choix dans le monde aujourd'hui. Si on opère encore comme si on était en 95, en 2000, même en 2000, jusqu'en 2010, 2015, on est déjà en retard parce qu'il y a beaucoup de nations, justement, qui s'inspirent de ce que les autres font et qui progressent peut-être plus vite en ce temps-là. Ça, c'est intéressant également, ce que j'en ai parlé. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on s'en fout qui va avoir le crédit au bout du compte. Intéressant quand vous y pensez. Hein? It's amazing how much you can accomplish when it does not matter who gets the credit. Donc, c'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand ça n'a pas d'importance qui va avoir le crédit au bout du compte. Parce qu'au bout du compte, ce qui va être le plus important, c'est la performance de l'athlète, c'est son expérience positive à l'intérieur du club de judo, à l'intérieur du programme provincial, du programme national, qui va faire en sorte qu'on va pouvoir dire qu'on a du succès. Mais c'est un succès qui est partagé avec l'ensemble des intervenants et non pas moi dans mon club, elle dans son club, lui avec le programme, etc. C'est tout le monde ensemble.
Donc, comme dernier petit commentaire, je vais vous citer Yoda dans La Guerre des Étoiles, qui Yoda nous disait, tu le fais ou tu le fais pas, il n'y a pas de je vais essayer. Et c'est intéressant, hein, quand je fais des conférences comme celle-là, puis les gens me disent, ben, OK, je vais essayer de le faire. Puis pensez à ça, là. Quand vous répondez par je vais essayer, plus souvent qu'autrement, vous ne le faites pas. OK? La preuve, si je vous dis que j'organise on ne peut pas, là, mettons qu'on sera en situation normale, là, que j'organise un party sur mon deck dehors, puis il fait 25 degrés, c'est une belle journée d'été, puis je pose la question à Osée, est-ce que tu veux venir à mon party? Puis sa réponse, c'est je vais essayer d'y aller. Il ne viendra pas. C'est sûr qu'il ne viendra pas. OK? Donc, posez-vous la question de ce côté-là. Donc, qu'est-ce que vous avez le goût de faire? Qu'est-ce que vous avez le goût de ne pas faire? Mais il n'y a comme pas de zone grise. Il faut foncer, justement, si on va avoir le plus de résultats possible. Et j'arrive à la fin, ça me permet d'avoir 1h30, c'est direct dessus. Si on va avoir une petite période de questions, je vais fermer mon écran. Puis en même temps, ouais, c'est bon, Nicolas, on peut avoir une petite 10 minutes, il n'y a pas de problème. Si en même temps, si vous n'avez pas de questions, c'est correct, si vous en avez, si vous n'en avez pas aussi, juste par curiosité, dans la boîte de chat, je serais curieux de voir qu'est-ce qui vous a le plus accroché dans la présentation d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont allumé plus qu'une autre? Qu'est-ce que vous retenez davantage? S'il y a peut-être un élément ou peut-être deux éléments que pour vous, ça a résonné un petit peu plus pour vous autres. Puis je pourrais prendre des questions après si vous voulez. Et Absolute, François, donc ça t'a amené quelque chose, parfait. OK, la pyramide puis le rectangle, excellent. Jessica aussi, l'image du triangle puis du carré, parfait, c'est intéressant. Ça accroche souvent, ça a accroché beaucoup les Américains quand on l'a représenté à Miami l'année passée, à tous les pays des Panames. Ce que recherche l'athlète, oui, excellent. La façon de mesurer l'athlète pour travailler la force, ça, oui, il faut le savoir. Si on ne sait pas ça, là, on n'a pas le choix. Donc, la différence entre les filles et les gars, c'est bon. Pyramide encore, les jeunes qui parlent de judo, c'est qu'ils ont appris le judo, OK, des exemples des autres sports, parfait. J'essaie de voir. Donc, José, tu dis la façon de mesurer l'athlète pour travailler la force. Et comme je disais tantôt, ça, c'est à la base du DLTA. Il faut connaître ces concepts-là, surtout les entraîneurs, justement, qui travaillent avec eux. Résultat de 1 à 5, Jessica, de ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Les besoins de laisser nos athlètes vers l'INS. Ah oui, José, je suis tellement content que tu le mentionnes. Être capable de dire, j'ai atteint ma limite avec cet athlète-là. Je dois maintenant le laisser aller ou la laisser aller dans les mains d'un autre entraîneur qui va l'amener ailleurs. Ça, c'est tough. Parce qu'on est fiers de ce qu'on a quand même accompli, évidemment, avec l'athlète, mais il faut connaître nos limites, il faut l'accepter. Puis dans n'importe quel sport que vous allez voir, les meilleurs sports qui performent bien vont accepter ce principe-là. Puis je pense qu'il devient important là-dedans, c'est de reconnaître, récompenser les entraîneurs qui travaillent avec justement les athlètes qui sont juste avant l'autre niveau. Donc, ça devient hyper important. Oui, c'est difficile de le faire, tu as raison, c'est très difficile de le faire. Votre récompense, Frédéric, voir mon athlète s'entraîner à l'INS, super. C'est exactement ce qu'il faut faire. Transfert vers d'autres secteurs pour continuer à progresser, mais autrement, exactement. Donc, inspirez-vous, allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voler des idées, comme on disait tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous voulez ouvrir votre micro, c'est le temps, j'ai aucun problème, on peut le faire. Salut André, c'est JF Marceau. Salut. Ça va bien? Salut Jean-François. Ça va bien, toi? Oui, j'ai une question, moi, par rapport aux différentes phases de développement des garçons et des filles. Ça représente quand même un challenge, étant donné qu'ils ne se développent pas en même temps, en même âge. Nous, nos cours de judo, ils sont mixtes. Puis c'est les mêmes âges ensemble. Donc, c'est quand même... As-tu vu ça, une situation similaire dans d'autres sports? Puis qu'est-ce qu'ils font pour essayer de développer aux bons âges les garçons et les filles là, de la bonne façon? Oui, puis écoute, c'est une bonne question. C'est probablement un des challenges les plus difficiles, les plus complexes pour un club ou pour un entraîneur.
c'est d'être en mesure de suivre le développement de tout le monde, sachant qu'ils sont tous éparpillés. Surtout entre l'âge de 12-17 ans, c'est très complexe. D'où là l'importance d'avoir des objectifs d'apprentissage qui vont être différents. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nos meilleurs coachs devaient travailler avec ce groupe d'âge-là. C'est parce que c'est compliqué. Puis c'est parce que c'est complexe, c'est parce que ça amène justement l'entraîneur à vouloir se dépasser, parce qu'il y a tellement de variables, il y a tellement de choses qui changent d'un à l'autre qu'on ne peut pas dire que ce que je vais offrir à l'athlète aujourd'hui, c'est bon pour tout le monde qui est là autour de soi, là. Ça se pourrait que Jean-François, le petit Jean-François qui est là, ou la petite Bianca qui est là, n'a pas les mêmes besoins, là. Okay? Donc, il faut être capable d'ajuster notre enseignement, notre coaching versus ça. Puis ça, ben, ça part à partir de l'éducation. Il faut justement informer, éduquer nos entraîneurs de cette importance-là. Et ça revient également avec le mesurage. Je donne un exemple. Rappelez-vous certains vous en rappelez, Alexandre Despatie. Vous vous rappelez d'Alexandre Despatie? Sa première performance, Alexandre Despatie, vous rappelez-vous, quand il avait gagné, il était tout petit, il avait gagné les Jeux du Commonwealth. Un petit cul, je pense qu'il avait, je ne sais pas, 13 ans, etc. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Rappelez-vous? Une chance qu'il y ait un bon coach. Après, pourquoi? Parce qu'il s'est mis à grandir. Et là, soudainement, dans un sport artistique, qui est le plongeon, où il y a une connaissance de son corps dans l'espace, etc., tu n'es plus capable de se retrouver les bras plus longs, les jambes plus longues, etc. Ça ne marchait pas pantoute. Et son coach, qui, je pense que c'était Michel Larouche, a dit « OK, Alexandre, ça ne fonctionne pas. On va te retirer du plateau d'entraînement. Tu vas rester autour, tu vas rester dans l'eau, tu vas enseigner aux plus jeunes jusqu'à temps que tu te sois réapproprié ton corps. Et à ce moment-là, on va te remettre en compétition. » Et n'importe quel autre coach aurait pu dire « Il est plus bon, lui. Oubliez ça, il est plus capable, etc. » Puis on aurait peut-être manqué un de nos bons athlètes qu'on a eu dans l'histoire du Québec. Donc, ça pour vous dire que ce groupe, ta question est très bonne, c'est très complexe, c'est très difficile, mais ça prend quelque chose en place pour justement aider nos coachs à prendre ces meilleures décisions-là possibles. Parce que c'est impossible que les athlètes entre 12 et 17 ans, autant gars et filles, que même à l'intérieur des gars, qu'à l'intérieur des filles, puis on n'a pas été loin dans ce graphique-là, mais il y a un autre facteur physiologique qui est l'apparition des premières règles, qui vient affecter justement également ce modèle-là aussi, là, chez la fille, qu'on n'en parle pas. On n'a pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais ça a un impact également là-dessus. Fait qu'il y a bien des choses là-dedans. Là. On aurait pu faire juste 1 heure juste à parler de ce groupe d'âge-là qui est hyper intéressant. Super, merci. De rien. Autre question? Je crois que pour abonder un petit peu plus dans ce qu'il disait Jean-François Marceau, et c'est ce que tu viens de lui répondre, une des objectifs les plus importants, ça serait de développer davantage de la part de Judo Québec et Judo Canada une excellente relation afin de pouvoir permettre à tous nos athlètes de pouvoir aller de l'avance dans ce que nous pouvons faire ensemble. Ensemble, nous faisons un tout. Et le fait de comprendre l'importance que à l'INS, à travers l'équipe de Judo Québec, par exemple, nos athlètes puissent avoir aussi une attention particulière qui est déjà donnée dans ma tâche. Mais quand les choses sont claires par rapport avec une stratégie bien définie, avec des objectifs concrets, nous pouvons à ce moment-là aller chercher davantage tout ce que nous devons de faire par rapport à l'enseignement. Tu disais, et je retiens cela qui est très important, on le sait déjà, mais c'est rafraîchissant quand quelqu'un d'autre nous le dit aussi. C'est le fait de pouvoir dire, OK, nous avons une tâche à accomplir dans nos clubs, nous devons de le faire tel que Judo Canada nous l'a dit, tel que Judo Québec nous l'a dit aussi, et à partir de là, avec tous les bouquins que nous avons, l'expérience accumulée à travers toutes ces années-là, même si 25 ans d'expérience pour toi, tu as bien dit, ça peut être 1 année d'expérience. C'est ce qui est très important, c'est de pouvoir être clair tous et agir comme un tout et pas séparément. Un des gros succès, à mon humble avis, de la part de l'équipe de France a été justement le fait d'avoir compris ça et avoir uniformisé l'enseignement à travers la France au complet. C'est ce qui a été fantastique. C'est un de nos meilleurs exemples. Tu viens de donner d'autres exemples qui sont fort intéressants. Et dans la mesure où nous accomplissons ce travail-là,
qui est énuméré depuis déjà quelques années. Au moins, je me rappelle, il y a quelques années, quoi, 5, 6, 7 ans, il y a eu un développement pyramidal, comme tu viens de le montrer, vraiment phénoménal. Et je crois que cela a aidé énormément au développement du judo au Canada. Un bon point. J'aime souvent dire que la collaboration de nos jours en 2021, c'est la nouvelle compétition. Les nations qui fonctionnent le mieux, qui ont le plus de succès, sont celles qui vont être en mesure de bien travailler ensemble. Donc, puis chacun des intervenants, chacune des provinces, chacun des coachs a une expertise qu'il faut mettre au profit des autres. Donc, il faut être en mesure de mieux partager ces informations-là et de partager des compétences pour que tout le monde en sorte gagnant et puis que ce soit votre sport. Hein? Donc, c'est pas judo au Canada, c'est pas judo au Québec, mais c'est le judo au Canada, c'est le judo au Québec. Qui est complètement différent de si on prend l'organisation en tant que telle. On est tous là pour la même raison, pour le même sport et pour avoir la meilleure réussite possible.